Si je vous dis dinosaure, Adam Driver est scénariste de Sans un bruit. Vous allez naturellement me dire que j'aurais pu m'arrêter dès le mot dinosaure, je vous comprends. Mais vous allez aussi me dire un truc du genre « ça fait envie, dis donc ». Alors oui, en théorie. Parce que dans les faits, ça a pas été à la hauteur des attentes. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui on va parler de 65. C'est parti. Salut ma gueule, c'est John Michael. Dis-moi, t'as déjà remarqué qu'on passe notre vie à porter des objets qui n'ont absolument aucune personnalité? Une montre produite à 14 millions d'exemplaires, un bracelet tellement générique qu'on dirait qu'il a été offert avec un abonnement à la salle de sport. Mais toi, tu mérites mieux que ça. Tu mérites un accessoire qui raconte une histoire, un objet aussi unique que toi ma gueule. Alors laisse-moi te présenter Holzkern. Holzkern, c'est une marque autrichienne qui fabrique des montres, des bijoux et des accessoires pour hommes et femmes depuis 10 ans cette année. Bon anniversaire Holzkern. Ce qui les différencie du tout venant, c'est que chez Holzkern, tout est conçu à partir d'éléments naturels. Regarde-moi ça, une montre avec du vrai bois, de la vraie pierre, pas un vulgaire bout de métal sorti d'une usine sans âme. Chaque pièce possède des motifs naturels différents, ce qui veut dire qu'il n'existe pas deux modèles parfaitement identiques. En clair, même si ton voisin achète exactement la même montre que toi, il aura pas vraiment la même. Et ça ma gueule, c'est la classe. Regarde ce que j'ai pris moi, les lunettes Radiant en Leadwood, la montre Chicago en marbre noyer et un bracelet staccato en noyer et argent antique. Et j'ai beau être hyper stylé de base, avec ces trois accessoires, j'ai l'impression de repousser les limites de la tendance. À ton tour maintenant. Si tu veux te faire plaisir ou offrir un cadeau qui sort vraiment de l'ordinaire, Holzkern te propose 15% de réduction avec mon code promo. Clique sur le lien en description ou scanne le QR code affiché à l'écran. Et surtout, utilise bien le lien et le code promo pour que la réduction soit prise en compte. Tu verras, le service est aussi quali que les produits, la livraison est rapide, les retours sont faciles à mettre en place en cas de besoin et chaque article est garanti 2 ans. Alors fonce ma gueule, c'est le moment de devenir le plus stylé de tes potes. Ah les pauvres, ils vont être tellement jaloux. Au printemps 2018, Sans un bruit cartonne à travers le monde. Ce petit film d'horreur au budget de seulement 17 millions de dollars en rapporte en effet pas loin de 341 millions. Et si vous voulez en savoir plus sur sa production, je vous recommande bien évidemment ma vidéo sur le sujet. Un joli carton donc faisant office de petite vengeance pour ses scénaristes Scott Beck et Brian Woods qui après des années passées à tenter en vain de vendre ce script à bon nombre de studios hollywoodiens, tenaient enfin leur premier grand succès. Ça fait plaisir. Mais au-delà de la satisfaction personnelle de voir son travail bien accueilli, Beck et Woods voient ce carton comme un signal particulièrement encourageant, car le succès de Sans un bruit prouvait la chose suivante. Il était possible, au sein d'une industrie saturée par les suites, les remakes, les spin-offs et autres franchises, d'attirer le public avec des idées purement originales. Et ça tombe bien, des idées, ils en ont à revendre. Du coup, plutôt que de commencer à travailler sur Sans un bruit 2 ou de partir assister à un meeting de chez Lucasfilm, ils décident plutôt de continuer dans cette voie. Et c'est ainsi que dès le week-end de démarrage de Sans un bruit, Beck et Woods ressortent de leur tiroir un concept qu'ils ont en tête depuis de nombreuses années, depuis leur enfance en vérité. Celui d'un film mêlant science-fiction futuriste et monde préhistorique sauvage. Le sujet, un vaisseau spatial s'écrase sur une planète hostile qui s'avère être la Terre il y a 65 millions d'années. Les deux survivants, le pilote Mills et la jeune Koa, devront faire de leur mieux pour survivre et quitter les lieux avant que l'astéroïde fatal s'écrase sur la planète. Ouais, le timing du crash était vraiment pas foufou. Galvanisés par l'accueil réservé à Sans un bruit, les scénaristes se sentent poussés des ailes et décident donc de retravailler sur ce script inachevé pour en tirer une histoire de survie viscérale inspirée de Gravity et Seul au monde, mais aussi de Charlie Chaplin et Jacques Tati. Oui, alors ça paraît bizarre dit comme ça, mais il y a une très bonne raison à ça. Le fait est que Chaplin et Tati étaient des maîtres de la narration visuelle, qui parvenaient à raconter leurs histoires sans se reposer sur les dialogues. Une méthode de narration qualifiée de pur cinéma par les deux scénaristes, qui leur plaisait donc énormément et qu'ils avaient déjà appliqué avec succès sur Sans un bruit. Car leur projet, c'était de faire une trilogie basée sur cette approche. Et la dernière influence, c'était bien évidemment Jurassic Park, tout film de dinosaures devant vivre dans l'ombre du chef-d'œuvre de Spielberg. Ça, ils en sont bien conscients, mais ça leur donne une bonne raison de se donner à fond pour faire un film de dino qui ne sente pas le réchauffer. Leur principal argument, le film se déroule à l'époque des dinosaures. Ce ne sont pas les dinos qui débarquent dans le monde contemporain. Un changement de paradigme qui leur permet donc de mettre en scène un authentique monde préhistorique sauvage. Les deux scénaristes se lancent alors dans une phase de recherche pour éviter d'écrire n'importe quoi. Ils rencontrent des paléontologues et divers experts de l'ère Crétacé qui les aiguillent sur ce à quoi ressemblait la Terre il y a 65 millions d'années. Pour autant, malgré cette apparente volonté de plausibilité scientifique, la phase d'écriture s'avère très ludique et les deux scénaristes sont comme des gamins. Il nous faut un T-Rex et des geysers et un T-Rex dans un geyser. En vérité, ils ne se sont jamais autant amusés à écrire un scénario. Le script achevé, les deux scénaristes partent pitcher leur projet à différents studios. Projet qu'ils appellent alors Zoïque, d'après le nom du vaisseau de Mills. Alors c'est pas un prénom breton, mais une référence au Mésozoïque, soit la période durant laquelle les dinosaures régnaient sur Terre. C'est bien pensé, hein? Mais c'est aussi un titre nébuleux qui ne révèle rien du contenu de l'histoire, car les scénaristes tenaient fermement à conserver le mystère quant à la nature du projet. Personne ne devait savoir que Zoïque était un film de dinosaures, et personne ne devait savoir qu'il se déroulait sur Terre. Et même quand ils font leur pitch au studio, ils gardent le secret jusqu'au tout dernier moment, ménageant l'effet de surprise pendant une dizaine de minutes, jusqu'à ce qu'ils finissent par révéler une magnifique illustration de T-Rex. Et boum! Pourquoi Spielberg et Universal devraient avoir le monopole des films de dinos? Pourquoi tant de films de super-héros et si peu de films de dinos? Voilà les questions qu'ils posent aux exécutifs après leur avoir montré l'illustration. Le premier
auquel ils décident de présenter leur projet n'est autre que Sam Raimi, avec lequel ils entretenaient de bonnes relations depuis leur travail sur la série d'horreur 50 States of Fright, sur laquelle ils avaient écrit et réalisé 3 épisodes. Et il s'avère que Raimi est immédiatement emballé par le concept, il est donc partant pour produire le film. Après quoi, ils se mettent en quête d'un gros studio capable d'assurer la distribution. Et c'est finalement Sony Pictures qui leur fait une offre juste avant le confinement de mars 2020. 65 sera donc produit par Raimi Productions et Sony, et Beck et Woods officieront à la mise en scène avec une enveloppe de 45 millions de dollars. Y avait plus qu'à. Et c'est ainsi que malgré la pandémie mondiale, le travail commence. Kevin Nishioka est alors embauché comme chef décorateur. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, on a souvent parlé de lui sur la chaîne. Faut dire que le mec a un sacré CV avec des films comme Oblivion, Les Chroniques de Riddick, Batman vs Superman, et j'en passe. Et le mec a du pain sur la planche, puisqu'il va falloir non seulement concevoir les dinosaures, mais aussi le vaisseau spatial et la capsule de sauvetage, ainsi que tous les accessoires utilisés par Mills. Et cerise sur le gâteau, il faut trouver les lieux où tourner le film, car Beck et Woods tiennent à poser leur caméra en milieu naturel. Pour ce qui est des dinos, il y en a un sacré paquet à conceptualiser. Et c'est l'artiste Neville Page qui hérite de cette tâche. Un autre nom qui est souvent revenu sur la chaîne puisqu'on lui donne notamment le monstre de Super 8 et celui de Cloverfield. Au programme, les classiques T-Rex, Raptor, Stégosaure et Triceratops évidemment, mais aussi des Oviraptors, Lagosuchus, Lystrosaure, Pegomastax et Tsungarypterus. Il pourrait pas leur donner des noms plus communs sans déconner, genre José et Jean-Yves. Bref, Page se met au travail, mais aussi Carl Lindbergh qui avait travaillé sur les créatures de Sans un bruit. De son côté, Ishioka entame les repérages et il trouve son bonheur en Louisiane, Oregon et Californie, 3 états qui offraient les territoires vierges et sauvages répondant parfaitement aux besoins du film. Et pour ce qui est du vaisseau spatial de Mills, Ishioka contacte Scroggins Aviation Mockup and Effects, compagnie d'effets spéciaux spécialisée dans l'aviation. À l'origine, l'équipe n'était censée concevoir que quelques parties du vaisseau, telles que les portes du SAS, le panneau de commande et le siège de pilotage. Mais à mesure que la prod avançait, ils héritaient de nouvelles tâches, comme la conception d'une navette d'évacuation dotée de 2 sièges et capable de supporter de violentes secousses générées par une plateforme gyroscopique censée la faire tournoyer avec les acteurs à l'intérieur. Un dispositif complexe donc pour lequel l'équipe devra faire appel à une société d'ingénierie pour s'assurer que tout soit parfaitement fonctionnel et surtout sécurisé pour les acteurs. Mais quels acteurs? Pendant la phase d'écriture, Beck et Woods avaient 2 acteurs en tête pour incarner Mills, Adam Driver et Tom Cruise. Dans un premier temps, ils font passer le script à l'agent de Cruise qui est enthousiaste vis-à-vis du projet. Mais au moment de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de faire lire le script à Cruise lui-même, les 2 réalisateurs se rétractent et choisissent finalement Adam Driver. Driver est emballé par plusieurs choses. Premièrement, le fait qu'il s'agisse d'un projet purement original. Deuxièmement, l'histoire en elle-même, avec ces 2 personnages qui ne se connaissent pas et qui doivent s'apprivoiser dans un environnement particulièrement hostile. Et enfin, il apprécie cet aspect film muet cher au réalisateur qui lui permettra de se challenger en offrant une performance qui reposera avant tout sur l'aspect physique. En septembre 2020, son implication est confirmée. Quant à Koa, l'unique autre survivante du crash, c'est Ariana Greenblatt qui est choisie, que le grand public avait déjà pu voir en tant que jeune Gamora dans Avengers Infinity War. Ah, la grande époque Marvel. Et c'est un sacré challenge qui attend la jeune actrice, puisque contrairement à Mills qui parle anglais, Koa est quant à elle censée s'exprimer dans un dialecte extraterrestre inconnu. Un dialecte qui sera conçu par le linguiste Felipe Machado. Après quoi, le 7 décembre 2020, le tournage démarre, et tel que prévu, il se déroulera majoritairement en décor naturel. Au programme, marécage boueux dans lequel ils ont placé l'épave taille réelle du vaisseau, forêt humide, plage battue par les vents et cascades vertigineuses. Et ils investissent notamment le parc Redwood en Californie, où Spielberg lui-même avait posé ses caméras pour Le Monde Perdu. Des paysages spectaculaires, mais qui ne facilitent pas le travail de l'équipe technique. Par exemple, un jour, ils réalisent que le chemin menant au lieu de tournage est devenu trop boueux à cause de la pluie. Il leur est donc impossible d'y transporter le matériel, ce qui signifie qu'ils devront se passer de la grue pourtant nécessaire à la réalisation d'un plan. Mais loin de se décourager, le directeur photo Salvatore Totino décide de se retrousser les manches et de grimper dans un arbre de 18 mètres avec la caméra pour mettre en boîte le plan lui-même. Ouais, le mec il est pas là pour enfiler des perles. En réalité, personne n'est là pour enfiler des perles. Déjà parce que sur un tournage ça n'aurait aucun intérêt, mais aussi parce que vu les conditions, il valait mieux être prêt à tout. Et ça tombe bien, c'est le cas des 2 acteurs principaux qui se révèlent très investis et se donnent à fond, notamment sur le plan physique. Adam Driver réalise lui-même la plupart de ses cascades et apporte de nombreuses idées pour pousser encore plus loin la volonté des réalisateurs de raconter l'histoire avec un minimum de dialogue. Tous les jours, il passe en revue les pages sur le point d'être mises en boîte et il retire toutes les lignes de dialogue qu'il juge inutiles, un simple regard ou un geste suffisant souvent à faire passer l'émotion. Et même si le film a été minutieusement préparé en amont grâce à des storyboards précis, il n'hésite pas à challenger les réalisateurs en leur proposant régulièrement de trouver une autre manière de raconter la scène. La collaboration s'avère donc enrichissante et stimulante pour les 2 cinéastes, leur permettant de se dépasser et ainsi d'éviter de tomber dans la facilité. Pour ce qui est des dinosaures, les véritables stars du film, l'équipe ne fait pas appel à des animatroniques, mais uniquement aux effets visuels. Ceci dit, il était important de disposer de références sur le plateau pour permettre aux acteurs de réagir à quelque chose de réel. Et c'est ainsi que des acrobates de cirque sont réquisitionnés pour incarner les Raptors. Et j'avoue que je suis un peu jaloux. Sur le plateau, le secret est toujours de mise. Les réalisateurs craignant les fuites, il est strictement interdit de prendre en photo le moindre élément en lien avec les dinosaures. Personne ne doit savoir qu'il s'agit d'un film de dino. Et si la majeure partie du film est mise en boîte en décor naturel, l'équipe passera également par 3 studios pour y tourner certaines séquences complexes, notamment celle prenant place dans la fameuse navette conçue par Scroggins Aviation Mockup and Effects qui promet de belles sensations aux 2 acteurs. Et le 21 février 2021, après 40 jours de prise de vue, l'équipe met en boîte le dernier plan et le tournage s'achève. Et c'est là que les problèmes vont démarrer.
Le montage est assuré par Josh Schaefer et Jen Tons, Danny Elfman planche sur la bande originale, la compagnie d'effets visuels Framestore travaille sur les dinos, extensions de décors et autres, bref, ça prend forme tranquillement. Arrive alors l'étape des projections test, et là, ça tourne mal. Les retours des projections test ne sont pas franchement positifs. Le public s'ennuie. Il trouve que le film manque de frissons, qui n'est pas assez effrayant. Quant à Mills, il est jugé trop peu attachant à cause de son addiction à la drogue, addiction dans laquelle il est tombé suite au décès de sa fille. Enfin, les retours concernant le twist final, qui révèle que l'étrange planète hostile était en réalité la Terre, sont unanimes. Il ne fonctionne tout simplement pas. Du coup, le studio agit en commençant par repousser la date de sortie. Originalement calé pour le 29 avril 2022, Sony Pictures annonce finalement que 65 ne sortira pas avant le 14 avril 2023, ce qui offre une bonne année de plus à toute l'équipe pour corriger ce qui ne fonctionne pas, en repassant sérieusement par la case montage histoire de couper pas mal de séquences. Parce que c'est bien connu, si on veut pas que le public s'ennuie, il faut couper le plus de scènes possible. Et autant vous dire que ça va élaguer sévère. Première victime de ces coupes drastiques, les dinosaures herbivores. Le public n'a pas assez frissonné, très bien, on vire tous les dinos végétariens pour ne garder que les viandosaures. Adios stégosaures, lystrosaures et ankylosaures. Quant au Triceratops, qui était censé faire office d'antagoniste final dans le climax, il doit être remplacé par un quadrupède carnivore. Et c'est le Phaseolasuchus qui décroche le rôle. Un dino du Trias, alors que le film est censé se dérouler à la fin du Crétacé, donc niveau plausibilité scientifique, on repassera. Mais bon, sachant que le stégosaure venait déjà du Jurassique, on n'était plus à ça près, hein. Bande de rigolos. Pour ce qui est de Mills, son addiction à la drogue est purement et simplement supprimée. Le problème, c'est que c'est justement cette addiction qui provoquait le crash du vaisseau. Complètement défoncé, il était incapable de réagir à temps pour éviter le champ d'astéroïdes. À la place, le personnage sera simplement endormi. Ce qui est vachement moins intéressant et un peu plus con, on va pas se mentir. Il coupe également les nombreux flashbacks avec sa fille qui émaille le film et décide de révéler le fameux twist concernant la Terre au bout d'une quinzaine de minutes. Et évidemment, tous ces changements obligent l'équipe à repasser par la case tournage pour mettre en boîte de nouvelles séquences. Parmi elles, un prologue situé sur la planète d'origine de Mills où on le voit interagir avec sa famille, alors que le film était initialement censé s'ouvrir directement sur le crash. Ils ajoutent également quelques séquences permettant de développer la complicité entre Mills et Koa. Et pendant ce temps, Danny Elfman se voit remplacé par son collaborateur Chris Bacon, probablement à cause de ce décalage qui aura rendu Elfman indisponible. Certaines de ses compositions seront conservées, mais la majorité partira aux oubliettes. Enfin bref, une fois cette montagne de changements opérée et après plusieurs autres décalages, c'est enfin l'heure de la sortie. Le 10 mars 2023, 65 arrive sur les écrans, précédé par une campagne marketing particulièrement discrète qui aura tout de même vendu la mèche concernant la présence de dinosaures et le fait que le film se déroule dans le passé. Bref, le peu de monde qui avait entendu parler du film savait très bien dans quoi il mettait les pieds, il n'y avait plus aucune surprise au programme. Et malheureusement pour lui, 65 ne fonctionne pas, ne récoltant que 32 millions de dollars sur le territoire américain, bien loin de rentabiliser son budget de 45 millions. En tout et pour tout, son score au box-office atteindra péniblement les 60 millions de dollars, peu aidé par des retours majoritairement négatifs et son marketing très limité qu'il avait fait passer sous les radars. Spielberg et Universal pouvaient dormir tranquilles, leur monopole sur le film de dino était clairement pas en danger. Du coup, 3 ans après sa sortie, qu'est-ce que ça vaut 65 ? Eh ben... c'est pas très bien. J'aurais adoré vous dire que 65 est en réalité un petit bijou sous-coté, un de ces films injustement boudés qui se révèlent en avoir beaucoup plus sous le capot que ce qu'on pouvait croire au premier abord. Mais autant vous le dire tout de suite, c'est pas le cas. Et franchement, quel dommage, parce que 65 avait absolument tout pour être une franche réussite. Un film de dinosaures avec Adam Driver par les scénaristes de Sans un bruit. Tous les signaux étaient au vert. Surtout que Beck et Woods semblaient avoir les meilleures intentions du monde avec 65. Ils voulaient nous offrir l'alternative à Jurassic Park qu'on n'espérait plus, en partant sur le terrain de la pure série B horrifique. Ils imaginaient leur métrage comme un mélange entre un film de Roland Emmerich et un film de Terrence Malick, où le grand spectacle côtoierait le récit introspectif. Mais parfois, les meilleures intentions du monde ne suffisent pas. Comme le disait Alan Grant lui-même, les pires choses imaginables ont souvent été faites avec les meilleures intentions. Bon, on n'en est pas là heureusement, mais toujours est-il que malgré son concept très cool et ses talents devant et derrière la caméra, 65 n'a pas grand-chose de mémorable à nous offrir. On va pas y aller par 4 chemins, 65 porte clairement les stigmates de sa post-production chaotique. Monté, démonté puis remonté à de multiples reprises, le film en ressort particulièrement bancal et ne fonctionne qu'en de rares occasions. Parlons déjà de ce qui est censé constituer le cœur émotionnel du film, Mills et Koa. Le potentiel dramatique était pourtant bien là. D'un côté on a Mills qui est hanté par la mort de sa fille, et de l'autre Koa qui espère naïvement retrouver ses parents sains et saufs alors que nous spectateurs savons très bien qu'ils n'ont pas survécu au crash. Bref, il a perdu sa fille, elle a perdu ses parents, on sait très bien comment ça va finir. Ils vont nous faire une Last of Us. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'entre les deux personnages se trouve une barrière presque infranchissable, celle du langage. Comme il est impossible pour eux de communiquer par la parole, c'est donc avant tout par les gestes et les actions que leur relation va se développer. Une bonne idée en soi, mais qui finit par tomber à plat. La faute à une écriture qui se contente d'enchaîner les lieux communs. On a droit à tous les clichés habituels, de la figure paternelle renfermée à la jeune fille vulnérable qui finit par trouver en elle les ressources nécessaires pour s'en sortir et lui sauver la vie. Et au final, ils se sauvent la vie mutuellement grâce au pouvoir de l'amour. Oh.
Ça reste donc cousu de fil blanc malgré cette idée de base vraiment intéressante qui participe à limiter le dialogue au strict minimum. Au final, le seul moment où le film exploite vraiment cette idée de façon intéressante, c'est lorsque Mills avoue à Koa qu'il lui a menti et que ses parents sont morts, mais que, barrière de la langue oblige, elle ne comprend pas un mot de sa confession. C'est assez maigre, vous en conviendrez. Et c'est vraiment symptomatique de 65. Beaucoup de potentiel, mais jamais bien exploité. Concernant Mills, je trouve franchement dommage d'avoir coupé toute la sous-intrigue liée à son addiction. C'était un élément qui apportait énormément au personnage, la culpabilité de n'avoir pas pu réagir pour éviter le crash, la responsabilité de la mort des parents de Koa, et surtout, elle montrait à quel point la mort de sa fille l'avait traumatisé. Bref, autant d'aspects qui apportaient une réelle profondeur au personnage. Au lieu de ça, on se retrouve avec un héros torturé basique, uniquement sauvé par le charisme de son interprète. Bref, on est très loin de Terrence Malick, et pour ce qui est des dinos, c'est pas beaucoup mieux. Bon, on passera sur le fait que des dinosaures de plusieurs époques différentes se côtoient, même si c'est quand même un peu la honte pour un film qui misait soi-disant sur une certaine véracité scientifique. Mais c'est malheureusement loin d'être le seul problème, parce que d'un point de vue purement visuel, c'est pas une grande réussite non plus. Et le problème n'est pas tant lié aux effets visuels, qui s'avèrent plutôt convaincants. Ça pêche plutôt côté design. Certains spécimens ressemblent aux dinos dégueulasses générés par IA qu'on voit un peu partout depuis plusieurs années. Ça pique franchement les yeux. Regardez celui-là par exemple, avec ses grands yeux beaucoup trop expressifs, ou Lagosuchus qui ressemble plus à un monstre qu'à un dinosaure. Et là on met le doigt sur le problème majeur du film. Les dinos ne sont pas traités comme des animaux, mais comme des monstres assoiffés de sang. Dès qu'un dinosaure apparaît à l'écran, c'est pour attaquer ou dévorer quelque chose. Les gars ils sont jamais rassasiés, c'est juste des machines à tuer. Et franchement, les herbivores manquent cruellement à l'appel. Tous les supprimer à l'exception de celui-ci n'était clairement pas une bonne idée, justement parce que ça donne par conséquent cette impression que tous les dinosaures sont de gros tarés psychopathes. Et leur absence se ressent aussi tout simplement dans les décors, qui paraissent bien vides, Mills et Koa traversant bon nombre d'environnements qui manquent cruellement de vie. Maintenant, concernant les rencontres avec les carnivores, là encore y a rien de vraiment intéressant à se mettre sous la dent. Je n'en retiendrai que 3 scènes, dont une qui fait partie des scènes coupées. C'est incompréhensible qu'ils aient coupé cette scène. Il s'agit de la première rencontre avec le T-Rex. Ils ont coupé la première rencontre avec le T-Rex. Sans déconner, venez pas me dire qu'il n'y a pas des baffes qui se perdent. Dans le film, on voit des arbres bouger, puis on coupe brutalement à nos deux persos qui sont de retour au vaisseau sains et saufs. Mais à l'origine, la scène devait durer plus longtemps. Le T-Rex s'approchait dangereusement et Mills et Koa trouvaient refuge dans une carcasse où Mills faisait son possible pour rassurer Koa. Tout y était, la tension, une dynamique entre les personnages, un T-Rex. Mais non, il fallait que ça parte. Bande de cons. Autre séquence de qualité qui, elle, figure dans le film, celle qui se déroule dans la grotte pendant l'orage, où Mills se sauve Koa d'un parasite dégueulasse pendant que les détecteurs de mouvement annoncent un danger approchant. Là aussi, Beck et Woods nous offrent un vrai moment de tension qui atteint son pic avec un plan de toute beauté qui constitue malheureusement la seule image forte du film. Et ce qui est assez marrant, c'est que tout le monde pensait que c'était le T-Rex. Ils ont même fait un poster du film à partir de cette scène en utilisant clairement une silhouette de T-Rex. Et pourtant non, c'est le Fasolasuchus. J'imagine que ça fait partie des modifs qui ont eu lieu en post-prod. Enfin, l'autre séquence qui me paraît vraiment réussie, c'est celle qui se produit quelques instants plus tard dans la grotte, lorsque Mills fait face à un Oviraptor. Plutôt que de filmer cette confrontation de manière frontale, la mise en scène choisit un détour malin en s'attardant sur un gadget de Mills qui projette un hologramme de l'action. Voilà une idée de mise en scène audacieuse et intéressante. Il y en a pas 36, donc autant le saluer. En dehors de ça, malheureusement, c'est assez plat. On a bien droit à une confrontation avec 2 T-Rex dans l'acte 3, mais même cette séquence ne parvient pas à sauver un film dont les fondations s'avèrent beaucoup trop bancales. Après, on peut saluer le choix de Beck et Woods de tourner en milieu naturel, ce qui apporte au décor un réalisme bienvenu et nous offre quelques beaux panoramas. Le problème étant qu'ils n'exploitent que trop rarement ces environnements pour créer une véritable atmosphère. Dommage encore une fois. 65 est donc bel et bien la douche froide annoncée. Des personnages creux, des clichés, un rythme en dents de scie et des dinosaures qui n'ont pas grand chose de grandiose ou d'effrayant. Sans être une catastrophe totale, car il faut reconnaître un minimum de savoir-faire en coulisses, le film s'avère désespérément moyen et par conséquent parfaitement oubliable. Immense tristesse pour les fans de dino donc, c'est pas demain la veille qu'on aura un successeur digne de ce nom à Jurassic Park. À moins que... Oh my God, run! Ouais, on va garder un œil sur celui-là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et merci à Holzkern de l'avoir sponsorisé. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description et d'utiliser le code Guillaume pour avoir droit à une réduction de 15% sur leurs magnifiques produits. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux ou m'acheter un superbe t-shirt John Michael Advertising sur la boutique en ligne. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Salut!